pour moi. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session pour Another World, une belle leçon d'architecture logicielle. Alors là, je ne vais pas du tout vous parler d'IA, parce que en ce moment c'est beaucoup la mode, mais plutôt de vieille architecture et donc d'un jeu vidéo mythique, et vous en dévoiler un petit peu le secret au terme du reverse engineering et de la réimplémentation du moteur que j'en ai faite. Donc là, je vous ai fait défiler pendant le temps d'attente la vidéo d'introduction du jeu, ça va donner un petit peu de contexte. Et on va rentrer tout de suite dans le sujet, c'est Another World, mais qu'est-ce que c'est? Donc Another World, c'est un jeu vidéo culte, que je dirais même cultissime. Voici son logo, voici la pochette du jeu, et ce jeu, finalement, raconte l'histoire d'un chercheur, Lester Shaikin, qui travaille sur son accélérateur de particules, et un soir d'orage, la foudre tombe sur son laboratoire, il est projeté dans un monde parallèle duquel il doit s'échapper. Donc là, vous voyez quelques images du jeu qui tournent. Donc, ce jeu vidéo, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un jeu d'aventure cinématique, vraiment, avec une approche très cinématographique du jeu vidéo. C'est imaginé, conçu et réalisé par un seul homme, Eric Chahi, ou quasiment un seul homme, parce que la seule chose qu'il n'a pas faite, c'est la musique. C'est Jean-François Freitas, son compère de l'époque, qui a réalisé la musique, mais il a tout fait lui-même de bout en bout. Ça a été publié par Delphine Software. Les plus anciennes et les plus anciens d'entre vous se remémorent peut-être ce nom de cet éditeur un peu mythique français. Et ça a été publié par Interplay aux États-Unis, notamment sur les supports consoles. C'est un jeu qui a été porté sur de nombreuses architectures. Et il a été commercialisé en novembre 1991. Novembre 1991. Mais pourquoi je vous parle d'un jeu de novembre 1991 ? Déjà parce que c'était il y a 3000 ans que j'étais déjà là. Pourquoi Eh bien, déjà d'une part parce que j'aime les gros pixels, pour commencer. Peut-être aussi comme certains d'entre vous ici. Mais pas que. J'aime beaucoup l'architecture logicielle et il y a quand même beaucoup de choses à découvrir justement dans ces vieux jeux qui ont pu avoir des approches très spécifiques du développement logiciel et dont on peut s'inspirer encore aujourd'hui. Alors, le package du jeu, c'est un tout petit exécutable. Donc sur MS-DOS, je vais parler essentiellement de l'implémentation de MS-DOS. C'est un exécutable pesant seulement 24 kilooctets, ce qui n'est pas grand-chose. Des assets et des ressources, donc pour faire tourner le jeu, qui pèse 1,2 mégaoctets. On ne parle pas en gigaoctets ou en téraoctets, on parle d'1,2 mégaoctets pour l'ensemble du jeu. Ceux qui ont des PlayStation 5, Xbox, etc., vous pouvez faire la comparaison. Et le tout tient sur une seule disquette. Peut-être qu'il y a même des gens qui ne se souviennent même pas ce que c'est qu'une disquette. Donc 1 méga 44, haute densité quand même. Voilà. En termes de technique, c'est un jeu qui est assez innovant pour l'époque parce qu'il aborde son développement sur une phase particulière. Il utilise un moteur graphique polygonal 2 dimensions. Donc pour avoir des animations quand même très fluides, plein écran et vraiment des séquences très cinématographiques. Encore une fois, le jeu est vraiment très axé sur une approche très cinématographique des choses. Un moteur sonore 4 pistes PCM, ce qui est assez inédit pour l'époque, mais je vais vous expliquer après pourquoi. Et ce qui est ça le plus intéressant, c'est une machine virtuelle avec un bytecode pour gouverner l'ensemble du jeu. Et c'est ça qui est très intéressant, le moteur du jeu est un moteur dans lequel rien n'a été codé en dur, tout est dirigé réellement par cette machine virtuelle qui est vraiment le maître incontesté de ce jeu. Je vais d'abord, avant de rentrer dans la technique, vous parler d'Eric Chahi, qui est vraiment le magicien derrière ce jeu. Donc Eric Chahi, petite bio express, il est né en 1967 à Hyères, dans le 91, pas très loin de chez moi. C'est un développeur graphiste et game designer. C'est réellement l'un des pionniers du jeu vidéo en France, et notamment dans les années 80-90, où commençait à avoir un petit peu cette activité. Il a travaillé dès 1983, donc il était très jeune, hein, il n'était pas encore majeur, pour SN Diffusion sur Auricatmos, sur lequel il a développé Frog et Carnival notamment. Ensuite, il a intégré Loriciel. Ceux qui ont eu des Amstrad CPC à l'époque se souviennent de Loriciel, donc éditeur sur cette fabuleuse plateforme, donc, sur lequel il a développé Infernal Runner et Le Pacte. Ce sont des jeux quand même assez mythiques sur ces plateformes. Ensuite, il a rejoint la société Chip, sur laquelle il a travaillé sur les plateformes Amiga Atari ST. Et ça a son importance. Il a travaillé sur des projets d'envergure assez connus à l'époque, comme Jeanne d'Arc et Voyage au centre de la Terre. Et ensuite, il a rejoint en 1989 Delphine Software pour travailler sur les Voyageurs du temps en tant que graphiste avec Paul Cuisset, qui n'est autre que le cofondateur de Delphine Software. Et fin 89, il commence à travailler sur son jeu, Another World, qu'il développera tout seul pendant 2 ans. Donc à l'âge de 22 ans,
Il s'enferme pendant 2 ans chez lui pour développer ce jeu seul. Alors, la création du jeu, évidemment, comme je disais, il va tout faire seul, donc il va devoir créer des effets sonores, il va devoir créer des graphismes, il va devoir créer le jeu, etc. Donc il a développé un certain toolset, des outils, sur lesquels il va utiliser, à l'époque, vraiment le top de l'époque, ça c'est une photo d'époque, qui vient d'un magazine. Il va donc travailler sur une machine mythique qui est l'Amiga 500, donc une machine très orientée multimédia, avec 1 mégaoctet de mémoire vive et un disque dur de 20 mégaoctets. Donc un Amiga 500, ça ressemble à ça. C'était vraiment le top du top des machines multimédia de l'époque. Il va utiliser aussi un Genlock. Alors un Genlock avec un magnétoscope et un caméscope. Un Genlock, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce genre de petit boîtier qui permet d'aller capturer une vidéo d'un périphérique, typiquement un caméscope, un magnétoscope, etc., à faire de l'acquisition de signal et de pouvoir mettre en overlay, dessiner en overlay dessus ce qui sort de l'Amiga. Voilà, donc ça permet notamment, c'était très utilisé dans les années 80 pour des émissions de télévision pour faire du titrage. Tous les titres que vous voyez à la météo, dans les jeux télévisés, etc., c'était souvent des Amigas derrière avec ce genre de matériel. Et un magnétophone à cassette pour enregistrer tous les bruitages. Voilà, magnétophone à cassette, outil très puissant. Voilà, donc il a utilisé tout ce hardware pour pouvoir créer le jeu, mais en termes de logiciel, il a lui aussi tout créé pour l'occasion. Donc il a créé sous Amiga, développé directement en BASIC, un certain nombre d'outils, là vous voyez défiler, donc en GFA BASIC, donc qui était un BASIC avancé avec des fonctions spéciales qui permettaient de manipuler le son, la vidéo, etc. Donc des outils qui vont lui permettre donc, de dessiner ces différents objets, les polygones, gérer les animations, gérer le séquencement, l'écriture justement de ce qu'il appelle les scripts à l'époque, qui vont devenir le bytecode qui va tourner la machine virtuelle, etc. Donc là, vous voyez vraiment l'outil en plein fonctionnement. Et donc, il va pouvoir donc, gérer tous les assets du jeu. Donc ça lui a demandé un temps déjà considérable pour pouvoir créer ces outils, mais qui a été un fabuleux accélérateur après pour pouvoir justement travailler sur le jeu lui-même et se concentrer sur le contenu, donc le fond et non pas la forme. Voilà, donc là, vous voyez, il manipule différents polygones, et tout ça, c'est extrait des assets du jeu. L'avantage aussi de ce toolset, est que comme il avait développé une machine virtuelle, c'est que ça lui permettait de designer dans ses outils directement ce qu'il voulait faire et de pouvoir le tester en temps réel sans avoir besoin de recompiler, de lancer le jeu, puisque la machine virtuelle était directement intégrée dans son kit d'outils. Et il a utilisé de la rotoscopie pour certaines animations. Donc la rotoscopie, c'est capturer une image qui vient d'un support vidéo et de dessiner par-dessus. Donc la rotoscopie, il l'a utilisée un petit peu partout pour certaines animations, notamment les animations d'introduction, mais selon ses propres dires, que j'ai trouvé au fil des différentes interviews, ça ne lui a pas fait gagner tant de temps que ça. Ça lui a fait gagner du temps, mais pas autant qu'il le pensait. En tout cas, vous voyez, avec le Genlock, on capture l'image vidéo et par-dessus, on vient incruster ces outils sur lesquels il va pouvoir dessiner par-dessus les images et donc de pouvoir générer ces animations. Et puis évidemment, comme c'est un artiste, c'est quand même un créateur très très complet, au-delà d'être un programmeur, c'est un artiste, donc il a créé effectivement toutes les peintures et les dessins qui étaient nécessaires à la production du jeu. Et là notamment, par exemple, on voit l'esquisse du premier niveau, qui est devenu ensuite le premier niveau pour ceux qui ont joué à ce jeu, assez mythique, puisque c'est de là que démarre toute l'histoire. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous parler du moteur, parce que je vous ai promis qu'on parlera d'architecture logicielle, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Donc, entrons dans le vif du sujet. C'est une architecture qui est relativement simple, entre guillemets, mais vraiment extrêmement efficace et très novatrice pour l'époque. Pas inédite, mais novatrice. Donc, je vous ai fait un petit dessin d'architecture très simplifié. Donc, le jeu, c'est toute cette partie-là. Il est divisé en deux parties. Vous avez qui va s'appuyer sur le hardware, puisque à l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas de système d'exploitation au sens où on l'entend aujourd'hui. On pouvait directement accéder aux périphériques hardware, aux chips vidéo, aux chips sonores pour pouvoir directement attaquer dessus. Aujourd'hui, on a des systèmes d'exploitation qui ajoutent de grosses abstractions par-dessus. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Donc le moteur repose directement sur le hardware. Et la partie engine, la partie moteur, va se découper dans différents blocs. Vous avez la partie VM, donc qui est vraiment le chef d'orchestre du logiciel. La partie ressources, tout est piloté par les ressources, et quand je dis ressources, c'est les sons, les animations, les scripts, etc. Et vous avez le sous-système vidéo, le sous-système audio qui va jouer et la musique, il y a 3 musiques dans le jeu, et les effets sonores, et la gestion des périphériques d'entrée, évidemment.
Donc tout ça, vous avez l'ensemble de l'architecture du logiciel, et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, mais je vais commencer d'abord par les ressources, parce que c'est, comme je le disais, tout est drivé par les ressources. Le moteur, il n'y a aucune séquence du jeu qui est écrite en dur dans le moteur, tout est drivé par les ressources, et notamment le bytecode qui va être exécuté par machine virtuelle. Donc les ressources, c'est ce petit bloc-là, et il y a 7 types de ressources différentes dans le jeu. Vous avez les sons, vous avez les musiques, les images, les palettes de couleurs, les scripts, qui est le bytecode qui va être exécuté, qui va exécuter la logique du jeu, les polygones des différents niveaux, et ce qu'on va appeler les polygones communs, c'est-à-dire certains objets qui vont être réutilisés à différents endroits du jeu. Les ressources sont stockées dans différents fichiers. Alors, on va faire un petit zoom dessus. Vous avez un fichier d'index, un peu comme une base de données. Ce fichier d'index va regrouper toutes les ressources en disant que l'entrée numéro 1 correspond à un son, la deuxième entrée correspond aussi à un son, l'entrée X correspond à une palette, etc. Donc on va avoir ces ressources et on va avoir des pointeurs sur différents fichiers qui vont contenir les données. Donc les fameuses banques que vous voyez à droite, la banque 1, la banque 2, la banque 3, etc., jusqu'à la banque 0x0d, donc 13 banques en tout, qui vont nous permettre donc de pouvoir stocker les différentes données. Et donc ce fichier memlist.bin va nous permettre de pouvoir pointer dessus et de charger à la demande les différentes ressources du jeu. Alors je vous montre, puisque j'en ai fait l'implémentation en C++ d'une entrée dans le fichier memlist.bin. Vous allez retrouver un certain nombre d'informations qui sont assez intéressantes, c'est notamment l'état de la ressource. Est-ce qu'elle est toujours stockée sur le disque, est-ce qu'elle est chargée en mémoire, et est-ce qu'elle est utilisée ou inutilisée. Vous avez le type de la ressource, donc parmi les 7 que je vous ai évoqués. Il y a un certain nombre de champs qui sont inutilisés. Vous avez l'identifiant de la banque, donc dans quel fichier de banque on va aller chercher la ressource et à quel offset. Et vous avez 2 champs qui sont assez intéressants, c'est packet size et unpacket size. Donc, ce qui sous-entend que certaines ressources sont compressées. Donc évidemment, les données sont compressées pour la plupart, pas toutes, mais pour la plupart le sont. Et elles sont compressées avec l'algorithme qui s'appelle ByteKiller. Super nom, ça vend du rêve. Et donc ByteKiller, permettez-moi, je vais vous ouvrir une petite parenthèse sur le sujet. ByteKiller, c'est déjà, en bref, un algorithme qui était assez répandu sur A7 Amiga. C'est aussi c'est le choix d'Eric Chahi de l'utiliser, mais pas que, parce que chez Delphine Software, comme ils produisaient beaucoup sur Amiga, ils étaient très expérimentés avec cet algorithme. Il était très utilisé notamment pour distribuer des jeux, des images, etc., etc. C'est un algorithme qui est vraiment relativement efficace. Il est économe en mémoire, et je vais vous expliquer après pourquoi. Très facile à implémenter. Il utilise un codage entropique fixe et non adaptatif. Donc, c'est-à-dire un codage entropique, on va dédier un certain nombre de bits, le plus petit possible nombre de bits pour pouvoir coder des patterns et pouvoir les décompresser en mémoire. Mais c'est non adaptatif parce que c'est fixe dès le départ. On utilise une fenêtre glissante, ce qui va nous permettre de pouvoir aller rechercher un pattern qu'on a déjà décompressé auparavant dans la mémoire, dans une fenêtre de 4 kilooctets par exemple. De dire, j'ai déjà vu ce pattern de X octets, recopie-le à tel endroit. Et il fonctionne à rebours. Et ça, c'est quelque chose qui est super malin. Et quand je vous dis fonctionne à rebours, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Prenons un asset que vous souhaitez décomprimer. Vous allouez un buffer, et dans ce buffer, vous allez poser les données compressées au début du buffer. Ce que vous allez faire, lorsque vous allez commencer à décomprimer les données, vous allez décomprimer les données à partir de la fin. Tout est encodé à rebours, ce qui nous permet d'utiliser un seul buffer et pas deux. C'est-à-dire on n'a pas un buffer pour les données décomprimées et un buffer pour les données compressées. On va utiliser le même buffer. Et l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les données compressées vont revenir recouvrir les données jusqu'au haut du buffer, jusqu'à obtenir l'asset complètement décompressé. Ça a son avantage, c'est super malin, parce que sur les machines de l'époque, où on avait très très peu de mémoire, ça permettait d'être très très sobre. Voilà. Et puis ça permet aussi d'aller très très vite. L'implémentation de l'algorithme, voici encore une fois mon implémentation que j'en ai faite en C++. Vous voyez que l'algorithme en lui-même, vraiment, ça c'est le cœur de l'algorithme de décompression, tient en une seule page de code, pour ainsi dire. Donc on va chercher un certain nombre de bits, et en fonction du codage qu'on obtient, on va dire on va décomprimer un certain nombre d'octets, on va décomprimer, on va les recopier des octets qu'on a déjà décompressés. Et on a quelques petites fonctions utilitaires qui nous permettent d'aller lire dans le flux de bits les n prochains bits dont on aura besoin. Donc c'est un algorithme, là, vous voyez, en 2 pages de code, ça tient facile, très très facile à implémenter, et il a l'avantage d'être extrêmement performant. Fermons la parenthèse sur ce sujet, et juste pour revenir sur les ressources, quelques statistiques. On voit qu'en calculant les statistiques avec le moteur que j'ai implémenté, on a 103 sons, 3 musiques, 12 bitmaps, 9 palettes, 9 pages de bytecode,
9 pages de polygones, et le tout, ça représente donc 1 méga 7 décompressé, et le taux de compression atteint par byte killer est aux alentours de 33%, ce qui n'est pas inintéressant, d'autant plus que les effets sonores étant des effets PCM, ça se comprime normalement pas très bien. Donc on obtient quand même un taux de compression qui permet de faire tenir le tout sur une seule disquette. Maintenant, je vais vous parler de la machine virtuelle qui est littéralement le cœur du réacteur, et c'est ça qui est vraiment intéressant à analyser dans le code. Donc la fameuse VM que voici. Donc en bref, cette machine virtuelle, c'est une architecture de type Harvard. Donc ça signifie que la mémoire de programme et la mémoire de données sont séparées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire quelque part dans de la mémoire de programme, je vais aller remplacer mon bytecode par le programme lui-même. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment c'est le moteur qui charge le bytecode dans une page, les données dans une autre, et c'est bien séparé. Le stockage des données est fait en big endian, c'est-à-dire les octets de poids fort avant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme il travaillait sur Amiga, qui était basé sur un microprocesseur 68000, le processeur 68000 fonctionne en mode big endian. Donc c'était un choix par défaut. C'est un deuxième choix qui est très avantageux aussi, c'est que quand vous regardez en hexadécimal directement des fichiers de data, c'est-à-dire que c'est écrit réellement dans le bon ordre pour un humain. Ça évite de faire une petite gymnastique intellectuelle pour pouvoir remplacer, swapper les octets. C'est une machine virtuelle qui propose 64 threads en parallèle, 256 registres et une pile. Alors, quand je vous parle de threads, attention, on n'est pas sur des threads comme sur nos machines Windows, Linux, macOS d'aujourd'hui, on est sur du multithreading coopératif. C'est-à-dire qu'un thread, quand il a la main, il va travailler pendant un certain temps, et quand il va estimer qu'il a fini de travailler, il va donner la main au thread suivant. Mais ça a l'avantage de pouvoir découper la logique du jeu dans 64 tâches différentes. Et ça, c'est plutôt intéressant. La machine virtuelle dispose de 5 groupes d'instructions, 29 instructions de base et 219 opcodes. Donc là, on va rentrer, c'est une sorte vraiment, voyez-le comme une sorte d'assembleur, virtuel pour une architecture qui n'existe pas réellement. Et donc, si je vous montre un petit peu la machine virtuelle, à quoi elle ressemble, on retrouve bien nos 64 threads, qui sont nos 64 fils d'exécution qui peuvent être actifs ou inactifs, donc qui vont être gérés vraiment par la logique du jeu. 256 registres 16 bits, et les 256 registres 16 bits, donc là, vous voyez, vous avez 512 octets en tout qui sont utilisés et qui suffisent intégralement à faire tourner le jeu et la logique du jeu. Il n'y a pas un octet de plus. Donc, littéralement, avec 512 octets et 64 threads en parallèle, vous faites tourner l'intégralité du jeu et vous pouvez le porter sur n'importe quelle plateforme qui est capable d'implémenter ça. Ce qui a été fait à l'époque, puisque c'était donc conçu sur Amiga, porté sur Atari ST, porté sur PC, porté sur des consoles comme la Super Nintendo, comme la Mega Drive et plein d'autres machines assez mythique. Donc tout ça, ça a facilité lourdement le portage, puisqu'il suffisait de porter la machine virtuelle, d'ajouter, de la lancer avec les assets, et votre jeu, il était littéralement porté. Donc effort de portage très minimal, au final. Et donc vous voyez que le bytecode va aller alimenter les threads, et puis toute la partie machine virtuelle va aller se servir dans les ressources et aller jouer le son, la musique, afficher les polygones, etc. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a une seule pile d'appels. Donc quand vous avez des appels et des sous-programmes, il y a une seule pile d'appels qui est partagée dans les 64 threads. Ce qui implique le fait que quand un thread appelle un sous-programme, avant de passer la main à d'autres threads, il doit revenir de ce sous-programme. Sinon, ça plante. Ça, c'est un choix de design. Et pour le fonctionnement des threads, c'est relativement simple dans le sens où lorsque le moteur du jeu va charger tous les assets, il va aller charger le bytecode du premier niveau, il va le charger en mémoire et il va initialiser le thread 0 avec le point d'entrée. Et le thread 0 va s'occuper d'aller initialiser les autres threads en conséquence, ce qui est nécessaire, et de pouvoir leur donner la main quand c'est nécessaire. Donc, par exemple, init 2, il va aller initialiser le thread numéro 2. Init 9, il va initialiser le thread numéro 9 en lui disant tu seras un thread qui sera actif et tu vas démarrer ton point d'entrée à telle zone de la mémoire de programme. Donc en fait, le thread 0 va continuer d'exécuter son code, il va exécuter une certaine logique jusqu'à un moment où il va décider de faire yield. Yield, ça va vouloir dire je donne la main au thread suivant actif. Donc là, on n'a pas initialisé le thread 1, donc le thread suivant actif, c'est le thread 2. Donc il va donner la main au thread 2, le thread 2 va exécuter son code jusqu'à atteindre yield, qui va donner ensuite la main au thread actif suivant, etc., jusqu'au thread 63. Quand le thread 63 a terminé son travail, le yield suivant va pas redonner tout de suite la main au thread 0. Ça va redonner la main au moteur, et le moteur va effectuer un certain nombre de tâches. Faire le swapping d'images sur l'écran, il va aller lire les périphériques, votre joystick ou votre clavier, il va aller lire les événements, mettre à jour un certain nombre d'informations d'état
dans le moteur, et ensuite il va redonner la main au thread 0 et ça va recommencer. Et ça a une cadence qui est paramétrable dans le moteur, c'est-à-dire que le moteur est capable d'afficher jusqu'à 25 images secondes, mais il peut aussi réduire le nombre d'images selon certaines phases de jeu. Donc les nombres d'images va osciller entre 2 et 25 images secondes selon ce qui est programmé dans le bytecode, ce qui permet d'avoir un framerate adaptatif et d'avoir des séquences vidéo parfois qui sont très fluides pour certaines animations ou qui demandent plus de temps d'attente parce que l'action est beaucoup plus lente. Je vous parlais des registres. Les registres, en fait, comme je le disais, sont au nombre donc, de 256, donc 512 octets, 256 registres 16 bits, et certains de ces registres sont à usage libre, et certains ont un usage dédié, spécifique. Vous voyez par exemple le registre 445, là où c'est marqué AW, OOTW, donc AW c'est Another World, OOTW c'est Out of This World, qui est le nom américain du jeu. Et en fait, vous avez un flag qui est positionné là, qui permet de sélectionner dans l'écran d'intro, de savoir quel titre vous affichez. Si vous écrivez dans ce registre, ça vous permet de changer le titre lors de la phase d'introduction. Vous avez d'autres registres, comme par exemple le registre C3, qui est le random seed, qui est initialisé pour pouvoir avoir une graine du générateur de nombres aléatoires interne. Vous avez 4 registres prot 1, 2, 3 et 4, qui sont des registres de protection, puisque le jeu est protégé, il va vérifier à intervalles réguliers, voir si on ne fait pas tourner une version piratée du jeu. Et puis vous avez d'autres registres qui sont assez spécifiques, qui permettent de dire est-ce qu'on tourne sur une plateforme DOS ou Amiga, etc. Et certains registres dans lesquels la lecture des événements, on va venir populer ces registres qui sont utilisés par la machine virtuelle pour savoir si on appuie sur le bouton haut, le bouton bas, le bouton saut, etc., etc. Donc c'est plutôt les registres en bas à droite. Donc à chaque tour de boucle de la machine virtuelle, dès qu'on aura lu les événements, la machine virtuelle va venir populer ces registres-là, et quand on va redonner la main à la machine virtuelle, le code des scripts va lire ces événements, de savoir si est-ce que le héros doit sauter, est-ce qu'il doit courir, est-ce qu'il doit s'asseoir, etc. Donc c'est plutôt simple mais relativement efficace. Donc le bytecode, en bref, comme je disais, chaque instruction a un ou plusieurs opcodes disponibles. Chaque opcode est codé sur un octet. Chaque instruction, chaque opcode peut avoir des paramètres. Et le jeu d'instruction n'est pas orthogonal. Alors l'orthogonalité d'un jeu d'instruction, notamment dans la conception de microprocesseurs, c'est qu'en fonction de l'opcode qu'on va prédire, ça va nous permettre de prédire notamment le mode, le mode d'indexation de la mémoire. Est-ce qu'on va accéder à un registre? Est-ce qu'on va lire directement dans la mémoire? Est-ce qu'on va lire avec un index par un registre dans la mémoire, etc. Donc le jeu d'opcode n'est pas orthogonal. Ça n'a pas une importance capitale, mais ce n'est pas comme certains microprocesseurs RISC, par exemple, qui sont conçus comme ça. Le bytecode, donc il y a 5 groupes d'instructions, qui est le load and store, qui permet de manipuler la mémoire, les registres. Vous avez l'arithmétique et logique, la gestion des sauts, la gestion des threads et la gestion des ressources. Donc très rapidement, le jeu d'instruction il se présente comme ça. Si vous prenez, donc, vu qu'ils sont codés sur un octet, la liste des 256 opcodes, vous voyez que vous avez, surtout sur la partie haute, un certain nombre de codes, voilà, donc qui vont de 7i, de 00 à 1A, donc qui vont de 7i à music, et vous voyez que le premier outcode s'appelle 7i, ça veut dire set immediate value, c'est-à-dire on va positionner une valeur dans un registre. Le registre suivant, c'est 7R, on va positionner dans un registre la valeur d'un autre registre. Et ensuite, vous voyez qu'on va avoir add-R et add-I. C'est bizarre, pourquoi ce n'est pas dans le même sens? On commence par 7i, 7r, ensuite on a add-r, add-i. Et on voit que en fait, les opcodes ne sont pas rangés dans un ordre très logique. En fait, c'est une approche qui a été faite, une approche statistique. Et Eric Chahi a pris le parti de mettre en premier les opcodes qu'on voit le plus fréquemment dans son bytecode. Pourquoi? Parce que l'implémentation initiale de sa machine virtuelle ne fonctionnait pas par une sorte de switch case, mais plutôt par des suites de if. Donc, c'est-à-dire que les opcodes qui sont le moins utilisés, typiquement musique, déclencher une musique, est plutôt à la fin parce qu'il a moins de probabilité de se voir. Et comme c'est une sorte de if-else, ça coûte plus de temps d'arriver à cet opcode que d'exécuter les premiers. Donc, c'était une forme d'optimisation. Aujourd'hui, typiquement, dans mon implémentation de la machine virtuelle, j'utilise un switch case qui nous permet d'avoir une exécution en O de 1 directement de l'opcode concerné, quel que soit son numéro. Ensuite, vous avez un certain nombre d'opcodes qui sont inutilisés, et vous avez des opcodes spéciaux, poly 1 et poly 2, sur lesquels je vais revenir plus tard, qui permettent donc de dessiner des polygones. Donc, je vais revenir juste sur les instructions de base, sur le load and store. Vous avez de quoi donc charger un registre avec un autre registre, charger un registre avec une valeur immédiate 16 bits,
Vous avez, sur l'arithmétique et logique, vous avez de quoi calculer, c'est-à-dire additionner avec un registre avec un autre, additionner un registre avec une valeur immédiate, soustraire, vous avez de quoi faire un « et » logique, un « ou » logique, un décalage à gauche et un décalage à droite. Rien qu'avec ces opérations-là, vous pouvez faire l'intégralité des opérations nécessaires. Vous pouvez faire des multiplications, vous pouvez faire des divisions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc vous avez vraiment une machine de Turing complète, pour le coup. Sur la gestion des sauts, vous pouvez sauter une adresse directement, vous pouvez sauter une adresse en fonction d'une condition particulière. Est-ce que deux registres sont égaux, par exemple, ou est-ce qu'ils sont différents, inférieurs, supérieurs, etc. Et vous avez différentes variantes de ces sauts conditionnels. Vous avez une instruction spéciale qui s'appelle DBRA, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'assembleur 68000, qui permet de dire décrémente un registre, et lorsque sa valeur atteint 0, tu sautes à une adresse en particulier. Très utile, puisque c'est un opcode qui tient en un seul octet. Vous avez le call à une adresse, vous appelez un sous-programme, et quand vous êtes dans un sous-programme, vous avez le ret, puisqu'en plus je vous l'ai expliqué, on n'a qu'une seule pile d'appel, donc tout sous-programme appelé doit être retourné avant de changer de thread. Pour les jumps conditionnels, voici le format d'instruction. C'est-à-dire vous avez l'opcode qui est 0x0a, et derrière vous avez un octet qui permet d'avoir son variant. Et son variant, ça va être le type de condition qu'on va tester sur les 3 bits de poids faible. Donc si ça vaut 0, on va dire on teste l'égalité, si ça vaut 1, on teste l'inégalité, si ça vaut 2, on teste si c'est supérieur à, etc., etc. Et dans le variant, vous avez aussi les 2 bits de poids fort qui permettent de dire avec quoi on compare. Est-ce qu'on compare un registre avec un autre registre ou est-ce qu'on compare un registre avec une valeur immédiate? Ça nous permet de pouvoir stocker de façon un peu condensée ce type d'opération. Et derrière, vous avez les paramètres en fonction des différents variants que vous avez mis. Donc derrière, vous avez forcément le registre sur lequel vous faites la comparaison, et derrière, soit un registre, soit une valeur immédiate, et l'adresse après deux sauts, si la condition est vérifiée. Voilà. La gestion des threads, vous avez le démarrage d'un thread, j'en ai parlé tout à l'heure, on peut démarrer un thread, on peut réinitialiser un thread, on peut donner la main à un autre thread, et on peut arrêter un thread. Un thread, quand il a décidé dans sa logique du jeu de ne plus être utile, il se suicide directement avec Alt. Il dit, ça y est, j'ai terminé. Maintenant, il faudra qu'un autre thread le réinitialise avec une autre valeur de programme. Et la gestion des ressources, vous pouvez charger une ressource, quelle qu'elle soit, vous pouvez changer une palette qui est affichée à l'écran, donc changer finalement la couleur de ce qui est représenté, changer de page d'affichage, vous pouvez remplir une page avec une couleur, copier 2 pages, vous pouvez afficher une page, vous pouvez imprimer du texte à l'écran, jouer du son, jouer de la musique et dessiner des polygones. Et sur le dessin des polygones, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez vu qu'ils occupaient une place prépondérante dans le jeu d'instruction. Pourquoi? Parce que pour stocker de façon assez condensée les polygones, Eric Chahi a utilisé un trick en fonction de la position de l'opcode. Hop, je vais zoomer ça. En fonction de la position d'opcode, vous voyez dans le 1er octobre, pour l'instruction poly 1, ça commence forcément par les 2 bits de poids fort sont forcément 0, 1, et les bits suivants vont nous donner des paramètres. Ils vont nous dire, par exemple, comment on va exploiter la coordonnée X, comment on va exploiter la coordonnée Y, et est-ce qu'on va appliquer un facteur de zoom au polygone qu'on va afficher. Et en fonction de tous ces paramètres, derrière, on va retrouver l'offset d'où est stocké le polygone dans la mémoire, et on va avoir derrière l'abscisse, l'ordonnée et le type de zoom, si évidemment on a un zoom. Et ça va nous permettre de pouvoir, en fonction de ce qu'on a mis dans les paramètres X-control et Y-control, de savoir est-ce qu'on va aller chercher la coordonnée X dans un registre ou est-ce qu'on va le chercher dans un registre avec une valeur immédiate où on fait une opération très particulière. Ce qui nous permet d'avoir un niveau de contrôle très précis, très fin sur comment on affiche les polygones à l'écran. Notamment si on fait des zooms dessus, des dézooms, est-ce qu'on les affiche plutôt en haut à gauche ou en bas à droite, etc. Donc ça, c'est l'instruction la plus complexe pour afficher des polygones. Il y a une instruction qui est beaucoup plus simple, l'instruction poly2, qui, forcément, le bit de poids fort commence à 1, et les autres bits de poids fort nous permettent d'avoir une partie de l'offset des polygones en mémoire. Et en reconstituant cet offset, on sait où sont stockés les polygones dans la mémoire, et après, on a juste les coordonnées X et Y, ce qui nous permet d'avoir, lorsqu'on veut faire un affichage d'un polygone simple, sans contrôle particulier des coordonnées ou du zoom, on va afficher juste ces polygones-là, donc ce qui nous permet de pouvoir faire une économie de mémoire, je dirais, dans les assets. Maintenant, je vais vous parler du sous-système vidéo, qui est le deuxième sous-système le plus important du jeu. Le sous-système vidéo va fonctionner avec 4 pages vidéo. Il va fonctionner
avec 4 pages vidéo. Certaines vont être des pages actives-passives. Vous allez dessiner dans une page, et une fois qu'elle est prête, vous l'affichez et vous permutez avec une autre page vidéo. Donc vous avez 2 frame buffer tournants. Et vous avez 2 pages qui vont servir pour dessiner les arrière-plans des différents niveaux, prédessiner ce dont on aura besoin par la suite. Donc qui vont agir comme un système de cache. Et l'affichage des objets, donc je vous parle de polygones depuis tout à l'heure, en fait, plutôt que de polygones, on va parler de polygones, mais qui sont des objets. C'est-à-dire qu'on va afficher des objets qui sont un regroupement de polygones et qui sont stockés en mémoire selon une structure hiérarchique. Par exemple, lorsque vous avez un polygone ou un ensemble de polygones qui dessine, par exemple, le revolver du héros, ce polygone il peut être utilisé à plein d'endroits. Et il peut être rattaché à un polygone de plus haut niveau, qui est le personnage, par exemple. Donc vous avez cette notion de hiérarchie, un peu comme dans la 3D moderne. Vous pouvez concevoir des petits objets qui sont rattachés à des plus grands, et quand vous faites déplacer à l'écran l'objet de plus haut niveau, tous les polygones sous-jacents vont se déplacer de la même manière. Donc, ce qui nous permet d'avoir une hiérarchie assez simple et de pouvoir afficher les objets un petit peu partout dans la hiérarchie de polygones. Donc ça, c'est assez puissant. Et le dessin des polygones en eux-mêmes, on a un système de rasterisation qui est assez simple. Donc vous prenez un polygone ABCDEF, tel qu'il est stocké dans la mémoire, il est stocké et inclus dans ce qu'on appelle une bounding box, donc quelque chose qui va englober le polygone complet et qui va nous permettre de faire des tests pour savoir si le polygone, par exemple, est en dehors de l'écran. S'il est en dehors de l'écran, avec la bounding box, on va dire c'est pas la peine de le dessiner. S'il est en intersection partielle, on va utiliser une version spécifique du renderer qui nous permettra d'avoir un affichage plus optimisé. S'il est complètement dans l'écran, on va avoir une version beaucoup plus optimisée du renderer, par exemple. Donc ça va nous permettre aussi de calculer des intersections ou ce genre de choses. Et lorsqu'on va vouloir rendre le polygone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mémoire, le polygone n'est pas stocké sous la forme de sommet ABCDEF, mais chaque sommet est dédoublé. Il est dédoublé et chaque sommet dédoublé est sur la même ligne horizontale. Ça simplifie finalement le travail du rendu du polygone, parce que c'est ce que ferait un renderer classique. Mais pour simplifier l'algorithme, il a pris le parti de rasteriser le polygone donc de haut en bas et d'avoir chaque point à chaque fois sur une ligne horizontale. Donc on a les points A et A' qui sont confondus, puisque c'est le haut du polygone, les points F et F', donc qui sont de part et d'autre, et donc il va rasteriser de la partie haute jusqu'à la partie basse, comme ceci. Voilà. Donc ça consomme un peu plus de mémoire dans les assets, mais en fait ça simplifie surtout pour l'époque le code de rendu des polygones. Ça l'a simplifié drastiquement. Donc ça c'était un choix plutôt orienté performance plutôt qu'économie mémoire. Et donc à la fin vous obtenez un polygone qui évidemment peut avoir plusieurs couleurs différentes. Et le pipeline rendu au final c'est très simple. Vous avez les scènes qui sont rendues de l'arrière vers l'avant. Les scènes qui sont rendues, les scènes de décor sont mises dans un cache, je vous en parlais tout à l'heure dans certaines pages, et le cache est utilisé pour afficher les scènes au fur et à mesure de votre progression dans le niveau. Et les objets ensuite sont rendus sur ces scènes qui sont précalculées. Et donc en gros, on va utiliser l'algorithme du peintre. Prenons ce niveau-là, qui est l'introduction. Là, vous voyez se dessiner, j'ai ralenti exprès le dessin de cette scène. Voilà, donc il va rendre tous ces polygones-là dans une page, et ensuite il va utiliser cette page comme un cache sur lequel il va dessiner les objets en mouvement. Donc en gros, voici ce que ça donne. Donc on va dessiner dans une page cette scène, on va la copier dans 2 autres pages, et ensuite on va dessiner les objets en mouvement dessus systématiquement. La première scène faisant à peu près 700 polygones, c'est une économie vraiment en termes de calcul qui est assez considérable, surtout pour les machines de l'époque. Alors évidemment, je vous parlais de couleurs tout à l'heure, il y a la notion de palette. Donc le jeu fonctionne sur un nombre de couleurs de 16, puisque c'est à peu près le dénominateur commun pour les machines de l'époque, même si les machines pouvaient faire beaucoup plus. Et donc chaque niveau dispose d'un groupe de palettes. Chaque groupe de palettes contient 2 sous-groupes de palettes, et chacune des 32 palettes, au final, contient 16 couleurs. Le premier sous-groupe de palettes va contenir des couleurs encodées dans un format RGB en 444, en 12 bits. Pourquoi? Parce que l'Amiga, à l'époque, codait ces couleurs comme ça. C'est aussi simple que ça. Et il a un deuxième groupe de couleurs, où il va y avoir une palette RGB alternative, et surtout un index de couleurs dans une palette précalculée, notamment pour des modes vidéo, dont vous ne pouvez pas forcément facilement changer la palette, les modes CGA, EGA, VGA, ou pour des hardware particuliers. Donc en gros, ça se représente un petit peu comme ça, en mémoire, et donc vous avez 2 kilooctets de mémoire à chaque fois pour chacun des niveaux qui stocke l'intégralité des palettes qui sont nécessaires dans le niveau. Donc ça veut dire le fading, le fade-out, changer un certain nombre de palettes, etc. et certains petits tricks. Donc les palettes en images, voici la palette RGB sur un PC MS-DOS en mode VGA 256 couleurs, très classique. Vous avez la palette alternative dans le deuxième sous-groupe, vous voyez qu'elle est plus sombre.
Vous avez le mode VGA 16, donc là on va utiliser un système indexé dans 16 couleurs d'une palette précalculée VGA, le mode EGA. Et j'ai créé ce mode-là spécialement pour mon ami Sébastien Blanc, que peut-être que certaines personnes connaissent, le mode CGA 8 couleurs, puisqu'il adore les vieux jeux en CGA. Donc quelque part, on peut s'adapter à n'importe quel hardware avec ce moteur de jeu. Il suffit de prédesigner les palettes un petit peu comme nécessaire. Et il y a des petits tricks, notamment la transparence qui est utilisée à certains endroits du niveau. Si la couleur d'un polygone est égale à 16, alors on va prendre la couleur du pixel qui est déjà inscrite dans l'écran, sur lequel on va appliquer un OU inclusif 8. Je vais vous donner un petit exemple. Prenons en image cette scène-là, dont l'ensemble des polygones sont dessinés avec les couleurs qui sont en haut, donc les couleurs de 0 à 7. On va afficher l'éclair lorsque la foudre frappe le laboratoire. Cet éclair, il est dessiné, vous voyez tout le vert là, c'est la couleur 16. Cette couleur 16 va avoir pour effet de dire, je ne prends pas la couleur 16 pour la dessiner, je vais prendre la couleur qui est en dessous, sur laquelle j'applique un OU inclusif 8. Donc les couleurs qui sont en dessous vont de 0 à 7, ou 8, ça permet de décaler de 8 vers la droite, enfin vers en dessous, là, entre guillemets, et donc de pouvoir simuler, avec une palette habilement calculée, de pouvoir simuler la transparence. Donc ça, c'est un petit trick qui ne coûte pas très cher, mais qui donne son effet moyennant le précalcul d'une palette de façon habile. Et vous avez aussi les techniques de masquage. Si la couleur du polygone est supérieure à 16, alors on va prendre le pixel dans une autre page, et on va le dessiner à l'écran. Typiquement, prenons ce niveau où l'Ester Shakin est en train de rouler dans un tunnel. En fait, on va dessiner un polygone rectangulaire ici, avec la couleur 17 par exemple, et la couleur 17 va permettre d'aller chercher les pixels dans une autre page, de les dessiner à l'écran, et ensuite on va dessiner le héros par-dessus. Ce qui permet d'avoir cet effet où on ne peut pas voir l'intégralité du labyrinthe en entier, et on va voir le labyrinthe se découvrir devant nous au fur et à mesure qu'on va progresser dedans. Donc ce sont des tricks très simples, mais qui sont plutôt efficaces. Maintenant, je vais vous parler du système audio pour ambiancer le jeu. Donc système audio divisé en deux sous-systèmes, le système pour jouer la musique et le système pour jouer les sons. Et c'est un système audio numérique à 4 pistes PCM, ce qui est assez poussé pour l'époque. Pourquoi? Parce que l'Amiga proposait en hardware un système audio numérique sur 4 pistes PCM. Et ça a été porté sur de nombreuses machines. Et donc, vous allez pouvoir déclencher des sons sur le canal 0, par exemple. Vous allez déclencher un son avec un pitch et un volume particulier. Sur un autre canal, vous allez pouvoir déclencher un autre son avec un pitch et un volume particulier, etc., etc., jusqu'à ce que les sons s'arrêtent. Donc tout ça, ça se passe en arrière-plan. La machine virtuelle demande juste au sous-système audio, joue-moi tel son à tel endroit. Mais ce qui a aussi pour effet de pouvoir jouer de la musique, notamment, si vous vous souvenez, pour les plus anciens d'entre nous, avec les trackers, une musique stockée sous un format très compact, et qui permet de pouvoir jouer de la musique sur 4 pistes PCM. Voilà, comme ceci. Donc la musique est encodée sous un format particulier, qui est le format mode, et donc qui nous permet après de déclencher les samples sur chacune des pistes audio, tout simplement. Très très utilisé dans le monde Amiga à l'époque, et notamment la scène démo de l'époque. Et pour terminer, le sous-système d'entre eux qui permet de piloter le jeu, j'en ai très rapidement parlé. À intervalles réguliers, le moteur va aller scanner les périphériques, joystick et clavier, déterminer sur quelle touche on a appuyé et aller populer directement, en lisant le périphérique, aller populer les données qui sont nécessaires dans la mémoire du jeu. Donc dans les variables spécifiques que le jeu ensuite pourra exploiter pour savoir si on appuie sur le bouton haut, le bouton bas, le bouton sauter, etc. Voilà. Donc juste pour conclure un petit peu pour ce jeu, pour ce tour de l'architecture logicielle, la big picture, prenons le cas de l'époque, Eric Chahi qui avait juste 22 ans, il s'est dit j'ai une bonne idée, elle est un peu folle, j'ai envie de la faire. Son boss lui a dit vas-y, just do it, fais-le. Et effectivement, on voit que pour l'époque, c'est une architecture qui était encore une fois pas inédite, mais assez novatrice, et qui a permis aussi le fait que ce jeu soit un grand succès. Pour les plus anciens, les plus anciennes, vous vous en souvenez, c'est un jeu qui a quand même marqué une génération, et qui a été porté sur un nombre considérable d'architectures, de par justement son approche asset first, et le moteur n'est là que pour porter l'histoire du jeu. Donc ça, c'est plutôt quelque chose après qui a été repris, et aujourd'hui qui est largement utilisé, c'est-à-dire quand vous faites du développement de jeux vidéo, vous n'allez plus coder la logique de votre jeu directement dans votre moteur, c'est de plus en plus rare. Maintenant, vous allez utiliser des moteurs plus génériques, typiquement Unreal Engine ou ce genre de choses, dans lesquels vous allez développer vos assets, vous allez développer la logique de votre jeu, et le moteur n'est là que pour porter finalement la partie créative et certaines, je dirais, briques logicielles spécifiques que vous allez développer pour.
Et puis, on a aussi beaucoup à apprendre du passé, comme je le disais, il y a beaucoup à découvrir sur ces vieilles architectures quand on s'y intéresse. Hein. Encore une fois, j'adore les gros pixels et bientôt il n'y en aura plus. On a des jeux vraiment aujourd'hui très très avancés. Et ces jeux de l'époque, voilà, c'est aussi la marque du passé. Et je voulais juste vous montrer très rapidement le jeu en vrai, dans les 5 minutes qui me restent. Hop. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc je vous montre mon écran. Si je retrouve ma souris. Voilà. Donc ça, c'est le moteur du jeu que j'ai réimplémenté. Sans vous mentir, je l'ai réimplémenté cet été sur la table du mobil-home 2 heures par jour pendant 2 semaines. Et donc, ce moteur est écrit en C++, il fonctionne directement sous Linux, il peut être porté sur plein d'architectures, il fonctionne aussi en Wasm, vous pouvez le faire tourner directement dans votre navigateur, directement avec Mscripton. Donc, je compile le jeu, ça se compile assez vite, vous pourrez aller voir le code, hein, il est disponible, je vous mettrai les liens. Et donc là, vous avez le jeu qui tourne, pas sur le bon écran, évidemment. Voilà, ce serait trop simple. Voilà. Et donc là, vous pouvez directement jouer au jeu, sachant que je n'ai réimplémenté finalement que le moteur, les assets, je charge les assets originaux de l'époque, de la version MS-DOS. Simplement. Donc là, le moteur n'est là que pour porter finalement l'exécution de la machine virtuelle. Et là, je vais mourir. Voilà. Alors, si vous vous en souvenez, c'est un jeu très punitif. Voilà. Il y a beaucoup de choses à résoudre et il est très rapidement punitif. On peut vraiment s'énerver parfois très longtemps sur une partie. Alors j'ai implémenté aussi un certain nombre de choses, changement de mode vidéo, on peut voir les 4 pages en même temps, les palettes, voilà, on peut voir aussi un certain nombre de choses, bref, on peut changer voilà, les palettes ici d'affichage. Voilà. Donc voici un petit peu ce que ça donne en vrai, et juste pour terminer, dans les 3 minutes qui me restent, c'est bien, je suis dans les temps pour une fois. Donc comme je vous le disais, le jeu, je vous ai présenté l'implémentation, vous pouvez jouer donc directement aussi dans votre navigateur. Je vais vous donner quelques références si ça, vraiment le sujet vous intéresse. Il y a évidemment le site d'Eric Chahi, dans lequel il a distillé un certain nombre d'informations qui n'étaient pas inutiles pour ce travail. La première implémentation de Grégory Montoire qui est un développeur assez talentueux, qui a fait le premier reverse engineering de ce jeu il y a 25 ans. Ça, c'était plutôt intéressant, une source inestimable aussi d'informations. Derrière, Fabien Sanglard, que vous connaissez peut-être, qui écrit des articles tech, notamment sur des moteurs de jeux vidéo, entre autres, a fait toute une série sur Another World. Il est parti du travail de Grégory Montoire pour faire son propre fork, et moi je suis parti de ce fork-là pour tout réécrire de zéro, presque. Voilà. Et donc mon implémentation, que vous pouvez trouver ici sur GitHub et GitLab. Sur ce lien, vous pouvez aller directement jouer en ligne, si ça vous intéresse. Donc vous allez sur mon site, emaxil.net, et vous aurez sur la page d'accueil directement les liens qui vous permettront d'aller jouer dans votre navigateur. Et juste pour terminer, à propos de moi, un peu de personal branding. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. J'interagis pas mal sur X, Blue Sky. J'anime aussi une chaîne Twitch et YouTube sur laquelle je parle de tech de façon générale. J'aborde beaucoup de sujets très très différents, de l'architecture logicielle, de la sécurité, pas mal de choses, et parfois qui se retrouvent ici en conférence, puisque ça c'est issu d'un live que j'avais fait une fois. Je me suis dit que ce serait intéressant de le partager sous ce format. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à venir interagir avec moi. Je crois qu'on n'a pas tellement de temps pour les questions. Donc je suis disponible si ça vous intéresse. On peut échanger à l'extérieur et je pourrais vous en dire un peu plus, voilà, si le cœur vous en dit. Et j'ai terminé. Merci beaucoup.